Donc, juste un mot d'accueil au nom du LABEX Futur Urbain hein, qui organise ces déjeuners jeunes chercheurs, jeunes chercheuses depuis maintenant presque un an, hein, puisque le premier a démarré en janvier 2021. Au départ, en fait, on voulait simplement, je dirais, profiter de ce que la pandémie de Covid-19 avait révélé, c'est-à-dire la possibilité de travailler de cette manière-là. Et puis aussi, du point de vue des doctorants et des doctorantes, quand même une très grande souffrance, un isolement, la fermeture des bibliothèques, etc. Le fait de ne plus pouvoir discuter en présence avec des chercheurs. Donc, il nous a paru intéressant de profiter de ces déjeuners pour donner la parole à des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, leur donner l'occasion de présenter en un temps relativement limité, mais pas non plus un temps qui serait simplement 2 minutes de présentation d'une thèse, leurs travaux, tout ou partie de leurs travaux, une partie de leurs recherches, et puis de la mettre en discussion dans un format relativement court. Donc, c'était l'origine de ces déjeuners. On a réussi, grâce aux 14 groupes du LABEX Futur Urbain, à programmer un par mois depuis janvier dernier, et on va continuer l'année prochaine. La nouveauté de cette année, c'est qu'en fait, on a ouvert un graduate programme destiné à des étudiants de master qui souhaitent s'orienter vers le doctorat. Et donc, on a rendu obligatoire l'assistance de ces déjeuners jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, soit en direct, comme aujourd'hui. Je vois qu'il y a 2 étudiants qui sont de ce graduate programme qui sont présents, soit en différé par le biais de l'enregistrement qu'on met en ligne par le biais d'une chaîne YouTube dédiée. Voilà. Alors, je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Marie Bigorgne, d'abord parce que c'est une des rares doctorantes du LABEX. Le LABEX n'a pas pu financer beaucoup de doctorats. Et puis aussi parce que le sujet m'intéresse vraiment à titre personnel. Il se trouve que j'ai dirigé il y a 2 ans un mémoire de master d'un étudiant américain, Samuel Knight, qui est en train de déposer une thèse à l'Université de Chicago. Il avait choisi de travailler sur Boulogne-Billancourt, donc une des communes de la banlieue bleue, et de choisir justement sur le moment où les municipalités socialistes avaient fait évoluer la gouvernance, et donc sur une manière de problématiser la gouvernance socialiste qui est assez proche de ce que Marie Bigorgne va présenter aujourd'hui à propos de Bondy, même si en fait, ce n'était pas lié directement aux questions financières qui sont assez spécifiques. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Francesca Artioli pour le groupe Production urbaine et marché qui va introduire la séance. Merci Francesca et merci Marie. Oui, donc merci beaucoup Ludovic et puis merci Marie d'être là et merci tout le monde. Donc je vais faire ça très rapidement, juste dire un mot sur Marie Bigorgne qui a été effectivement une des doctorantes du GT Production urbaine et marché, qui est donc un des groupes transversaux du LABEX Futurs Urbains, qui s'intéresse de façon assez large aux questions de relations entre acteurs publics et privés dans la fabrique urbaine d'une part, et plus largement aux questions d'économie politique urbaine, dans lesquelles rentrent aussi des questionnements sur l'évolution des finances publiques locales et les effets de ces évolutions sur les modalités d'élaboration, des mises en œuvre de l'action publique et plus largement aussi sur les administrations elles-mêmes. Et c'est dans ces cadres-là, donc c'est à double titre que les activités de recherche de Marie s'insèrent dans les travaux du GT. D'abord parce qu'elle a fait un mémoire sur la financiarisation du logement en France, et notamment via la création de fonds sur les logements intermédiaires. Et ensuite, parce qu'elle avait donc commencé cette thèse en sociologie sur la gestion financière des collectivités locales. Et c'est de ça qu'elle va parler aujourd'hui en présentant donc son travail sur l'austérité locale, des formes modérées d'austérité ordinaire, si je reprends un de tes travaux. Merci Francesca. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci donc à vous, Loïc et Francesca en particulier, et ainsi qu'à Laura Fromentin pour l'organisation de cette communication. Donc, comme vous le savez, pour certaines d'entre vous, j'ai effectivement mis un terme à mon expérience académique avant d'avoir terminé ma thèse de sociologie. Ce que je vais donc vous présenter aujourd'hui constitue plutôt les grandes lignes d'une réflexion qui est destinée à être stabilisée et valorisée non plus sous la forme d'un manuscrit, mais plutôt sous la forme d'un ou plusieurs articles de revue. Et donc, à la fois, je me réjouis d'avance de pouvoir bénéficier de votre éclairage critique et de commentaires, etc. Mais en même temps, je vous confie que je ne suis pas autant en confiance pour vous présenter des résultats que lorsque j'étais encore pleinement insérée dans mes activités universitaires.
Donc, le titre choisi pour cette communication, le conservatisme à la conquête du socialisme municipal, je n'y tiens pas beaucoup, mais bon, il faut toujours choisir un titre et je l'ai peut-être un peu écrit dans la précipitation. Mais il laisse cependant deviner, je pense, toute l'ambiguïté du propos autour de cette idée d'un conservatisme conquérant. C'est-à-dire que Monterrain-Bondinois, qui est une commune plus pauvre que la moyenne nationale, et même départementale en termes de fiscalité et de revenus par habitant, qui est une commune socialiste aussi depuis les années 20 à peu près, illustre bien une sorte de revanche conservatrice sur ces sous-espaces politiques qui, jusqu'à une période très récente, n'étaient pas encore rentrés dans les standards de la gestion municipale. Et cette revanche conservatrice, c'est par exemple, pour l'illustrer, la fin de la gratuité de certains services publics ou de lieux culturels. C'est par exemple la remise en cause, puis finalement la suppression de certains acquis sociaux des agents communaux, entre autres choses. Et c'est ce que j'essaierai de déplier principalement dans mon propos aujourd'hui. Mais formulé de cette façon, c'est-à-dire un conservatisme à la conquête d'un socialisme, enfin, on aurait tendance à avoir justement ces processus, ces tendances comme étant sans visage et finalement très peu sociologisées. Et donc toute la difficulté, c'est de comprendre ce qui se joue en termes de lutte sociale dans ces processus. Avec des élus qui subissent, déplorent dans leur discours certaines de ces tendances, tout en mettant activement en œuvre des stratégies et des politiques qui y participent et finalement qui les approfondissent. Mais la dichotomie d'une analyse qui s'interrogerait uniquement dans ces termes-là, est-ce que les élus, qui plus est de gauche, subissent ou participent activement à ces tendances, n'est pas satisfaisante parce qu'en réalité, ils et elles subissent et participent en même temps, tout simplement parce que les transformations néolibérales à l'œuvre, elles n'ont pas besoin d'une adhésion explicite des acteurs qui occupent des positions décisionnaires pour advenir. En fait, ces transformations sont bien davantage le résultat des rapports de force matériels et symboliques qui traversent les champs politiques et bureaucratiques plus largement, mais qui se retraduisent dans la communauté. Donc, c'est des rapports de force qui peuvent être en partie explicités par les acteurs eux-mêmes, notamment lorsqu'ils sont consciemment subis par eux, mais ils peuvent également ne pas l'être. Et donc, ici, on rend visible également notre filiation avec la sociologie critique de Pierre Bourdieu pour analyser justement ces processus. La question, in fine, étant, et c'était un peu la question de ma thèse justement, jusqu'à quel point ces élus, issus d'une majorité de gauche, tirent-ils un profit matériel et symbolique dans l'instauration de ces réformes conservatrices? Donc la question a un peu un aspect paradoxal. Et même si on ne pourra pas aller jusque-là en l'espace d'une demi-heure, le propos de la thèse était bien de montrer que jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement, les élus tirent profit, malgré tout, de ces transformations néolibérales qui, pour le dire vite, imposent une austérité généralisée dans leur commune. Pour le comprendre, nous sommes partis d'un constat paradoxal à la lecture des comptes de la collectivité. Pour contextualiser, on est à Bondy, qui est une commune de plus de 50 000 habitants de la banlieue parisienne, qui est une capitale du socialisme municipal selon les termes d'un ancien DGS de la ville, dont l'histoire municipale est caractérisée par la continuité partisane, qui est en fait une longue lignée socialiste issue des mandats successifs de 3 maires, principalement. Le premier qui est resté 32 ans maire de la ville, le suivant qui est resté 18 ans et le suivant encore 16 ans, et qui chacun, en plus, ont assuré leur succession en plaçant généralement leur premier adjoint à la tête de la liste à leur suite. Et ce qu'a fait donc le maire sortant en 2011, Gilbert Roger, lorsqu'il démissionne pour son mandat de sénateur de la Seine-Saint-Denis, il place sa première adjointe socialiste, Sylvine Thomassin, qui, elle, devient donc maire de la ville à cette date et qui est réélue pour un second mandat en 2014. La période étudiée correspond plutôt au mandat de cette maire-là, Sylvine Thomassin, de 2014 à 2020. Et donc, plus qu'une capitale, c'était quasiment un bastion du socialisme, au milieu qui plus est d'une banlieue bleue du nord-est de Paris aujourd'hui. Mais c'est un bastion qui a néanmoins sauté aux dernières élections municipales en 2020, où la liste des Républicains a remporté pour la première fois le second tour à 64 voix près de la liste sortante, et avec environ 64% d'abstention. Toutefois, j'ai appris ça cette semaine puisque lundi dernier, finalement, le Conseil d'État vient de rendre sa décision en annulant les élections municipales de 2020. Donc, le suspense reste entier. En fait, elles ont été considérées comme ayant été entachées d'irrégularités pendant la campagne.
Donc, jusque 2020, la ville était gouvernée par une majorité de gauche dite plurielle, avec un groupe socialiste, un groupe vert et un groupe communiste. Et durant ces 2 mandats, la maire affiche l'éducation et la culture comme étant ses 2 priorités politiques. Et pour citer quelques actions municipales emblématiques de ces mandats, on peut parler par exemple de la réforme des rythmes scolaires, qui vise à maintenir une semaine de 4 jours et demi pour inclure des temps périscolaires d'activité, ce qui représente un coût pour la ville. Ça a été également le rachat puis la transformation de la dernière ferme de la ville pour en faire un tiers-lieu, entre guillemets, associatif, avec une programmation culturelle, une ferme pédagogique, un café, etc. Ensuite, la maire a souvent été médiatisée pour ses postures critiques vis-à-vis du pouvoir central, du mépris des banlieues, pour employer ces termes à elle, face à l'insuffisance des ressources également. Elle a soutenu, par exemple, le dernier plan Borloo pour l'ANRU. Et puis, on peut enfin souligner que la ville, en tant qu'elle est héritière justement d'une tradition de socialisme municipal, est dotée d'équipements sportifs assez nombreux, d'équipements socioculturels, d'un centre municipal de santé, d'un cinéma public, etc. Et ce, en dépit justement de la faiblesse structurelle de ses ressources fiscales, puisqu'une partie importante de sa population est pauvre et qu'elle n'a pas et qu'elle n'a même jamais eu en fait d'usines ou d'entreprises emblématiques implantées sur son territoire. Ce à quoi s'ajoute un contexte financier qui est largement défavorable aux collectivités, puisque depuis 2010, leur principale dotation qui leur est versée par l'État, la dotation globale de fonctionnement, n'a pas augmenté. Elle a d'abord été gelée, puis ensuite elle a diminué. Entre 2015 et 2017, c'est une baisse de 11 milliards d'euros en tout. Et puis parce que dans les années 2000, des pans entiers de la fiscalité locale ont été supprimés et ont été seulement partiellement compensés par l'administration centrale. Et pour finir, parce qu'avec la contractualisation financière qui a été mise en place en 2018, les collectivités se sont vues imposer un ratio d'encadrement de leurs dépenses, donc leurs dépenses de fonctionnement, au-delà duquel elles peuvent être sanctionnées, et puis un ratio de dette également à respecter, mais qui, lui, est incitatif. Et pourtant, en dépit de tout ça, justement de cette tension sur son budget, d'une commune pauvre avec des équipements nombreux, un programme qui se veut interventionniste, la commune affiche des comptes qui, depuis 2017, vont au-delà des prescriptions gouvernementales. En fait, elle fait figure de bonne élève sur tous les indicateurs en matière de dette, de dépenses de fonctionnement. Et quand on regarde en fait les comptes et la façon dont ils sont mis en forme, mais donc aussi la façon dont ils sont mis en récit par la ville, dans son rapport d'orientation budgétaire notamment, qui est le document qui sert de support au conseil municipal pour le vote du budget, on ne voit pas ses difficultés financières. On ne voit pas non plus sa posture critique qu'elle adopte par ailleurs. Et en fin de compte, elle illustre finalement le paradoxe qui caractérise nombre de municipalités françaises aujourd'hui, mais également britanniques quand on regarde la littérature de ce côté-là, qui contestent en fait volontiers l'insuffisance des moyens qui leur sont alloués, mais qui dans le même temps s'astreignent elles-mêmes à une contrainte économique dure, parfois plus dure encore que celle qui leur est légalement imposée. Et c'est à partir de ce constat paradoxal qu'on interroge ici un rapport ambigu à l'ordre social. Et c'est pour cette raison qu'on recourt à cette grille de lecture conservatisme, progressisme ou clivage droite-gauche, qui est en fait analysée par Pierre Bourdieu justement dans le rapport à l'ordre social. Pour le dire vite, la droite considère donc l'ordre en place comme un ordre juste et les problèmes sociaux seraient alors avant tout des problèmes issus d'un défaut d'application de l'ordre, donc pas assez de contrôle, pas assez de policiers, etc. Tandis que la gauche s'attaque plus frontalement à l'ordre lui-même, dans son discours, dans sa posture critique, dans la perspective d'en faire un système plus juste. Et c'est l'entrée par les finances, par la déconstruction d'un discours d'orthodoxie financière, donc un discours de rappel à l'ordre financier quelque part. Donc, dans quelles conditions est-ce qu'il est produit, par qui, quels effets est-ce que ce discours produit également, qui nous permet justement d'interroger ce rapport à l'ordre social. Et donc, pour ce faire, l'enquête repose sur une revue de la presse spécialisée généraliste en matière de politique et de finances locales, en matière de mobilisation des élus en Seine-Saint-Denis sur des questions financières ou des questions qui s'y rapportent, sur l'analyse de documents institutionnels également, issus des mondes de l'expertise, des associations professionnelles et des réseaux d'élus, etc.
Puis, il peut s'agir surtout aussi d'une documentation des institutions en charge de la surveillance des finances publiques, notamment la lecture des rapports des chambres régionales des comptes, des documents financiers des collectivités elles-mêmes, etc. Leur rapport d'orientation budgétaire, leur site institutionnel, en fait, tout ce qui constitue leur vitrine, qui fait état de leurs finances, la façon dont elles en parlent. Et c'est également une enquête qui repose sur une trentaine d'entretiens assez longs, approfondis auprès des anciens élus et personnels d'encadrement de la ville de Bondy. Donc, réformer la collectivité, les politiques de diminution de la masse salariale. On peut passer à peut-être la slide 2, il me semble. Donc, l'histoire financière récente de cette commune est marquée par une forte compression de ses dépenses de fonctionnement. Donc, dépenses de fonctionnement, on entend fourniture, gestion courante, charge générale, mais en tête de ces dépenses, c'est surtout les dépenses de personnel. Et cette forte compression des dépenses de personnel notamment a été associée, et elle est toujours, à un objectif de redressement de ses principaux indicateurs financiers. Donc, plusieurs principes visent à diminuer les dépenses de personnel depuis 2015. Donc, ne pas remplacer les départs à la retraite des personnels de catégorie C, donc catégorie C plutôt le bas de la hiérarchie communale, recourir au reclassement des agents et agentes de la ville plutôt que de recruter, ne pas renouveler les contrats à durée déterminée, contingenter le recours aux heures supplémentaires, donc faire des enveloppes budgétaires au-delà desquelles les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, supprimer certaines primes également qui étaient versées sans motif juridique et donc par extension qui ont été finalement interprétées comme illégales, réinterprétées en fait comme illégales, ou encore lutter contre l'absentéisme, entre guillemets, puisque c'est l'expression consacrée par le monde de l'expertise justement des collectivités. Donc toutes ces mesures ont été contenues à Bondy donc, dans un plan d'austérité qui avait pour nom un plan d'optimisation solidaire et durable et qui a été particulièrement violent pour les agents entre 2015 et 2017. Donc, sur le support, j'ai mis quelques extraits d'entretiens qui, justement, faisaient état de ces nouveaux principes de gestion. Donc, notamment un entretien du secrétaire général Force ouvrière dans la commune, qui est également ASVP dans la commune, et qui dit donc que ce qu'on a senti d'un point de vue économique, c'est le manque de personnel qui est lié à pas mal d'arrêts de contrat, donc les CDD qui étaient là, et il y en a eu pas mal d'arrêtés, les emplois d'avenir qui remplissent et qui n'étaient pas vraiment des emplois d'avenir, mais qui occupaient des postes à part entière, etc. Ensuite, un extrait d'entretien également sur la suppression du paiement des heures supplémentaires. Donc, qui dit qu'il y a eu également le non-paiement du compte épargne-temps, la suppression des paiements à un moment donné des heures supplémentaires. Donc, on a incité beaucoup plus les agents à récupérer qu'à payer, alors que la réglementation, l'accord qu'on avait trouvé, en fait, l'accord syndical qui avait été trouvé, c'était on nous payait 50%, on récupérait 50%, le minimum. Et donc là aussi, on a signé cet accord, mais donc, dans les services, pour les agents, c'était difficile de demander une rémunération. Etc. Également un extrait qui fait état de la suppression d'une prime pour certains agents et agentes, la nouvelle bonification indiciaire qui était en fait traditionnellement attribuée à tous les agents et qui a été justement réinterprétée comme étant une prime versée illégalement, mais qui fait aussi l'objet en fait de critiques de la part des chambres régionales des comptes. Et donc il y a ce prétexte un peu ambigu, mais parce qu'il s'agit d'interprétation en termes de légalité, donc on peut l'interpréter voyez, différemment, mais qui fait état justement d'une réinterprétation d'un acquis qui ne faisait pas l'objet de discussion auparavant. Et donc là, c'est la présidente du groupe communiste qui s'exprime ici. Elle fait également état d'autres collectivités qui avaient la même pratique de la distribuer à tous les agents, également au département. On peut noter ici donc que ces coupes dans les dépenses de personnel de l'administration ne se font pas uniformément, mais touchent beaucoup plus sensiblement les agents non titulaires, dont les contrats ne sont pas renouvelés, et les titulaires de catégorie C,
qui très souvent n'ont pas de prise sur leur reclassement, par exemple, et qui sont davantage touchés par les accidents du travail qui sont accrus eux-mêmes par le sous-effectif. Les postes non renouvelés étant surtout, même si pas exclusivement, des postes d'agents de catégorie C. Ensuite, ils ont également moins de poids pour faire valoir la reconnaissance de leurs heures supplémentaires, comme on l'a vu un peu plus haut. Enfin, la lutte contre l'absentéisme, donc, selon l'expression consacrée, a donné lieu à une réforme particulièrement contestée dans la collectivité et qui constitue aussi en elle-même une petite révolution symbolique à l'échelle de la collectivité. Puisque pour lutter contre les absences, la collectivité a mis en place une réforme du régime indemnitaire des agents et agentes, donc des primes. Le régime indemnitaire, c'est les primes qui s'ajoutent à la rémunération de base et qui sont souvent en fait une part non anecdotique de la rémunération globale, une réforme donc qui équivaut in fine à la diminution de la prise en charge par la collectivité du risque maladie des agents et des agentes. Donc pourquoi une petite révolution symbolique? Parce qu'elle illustre en fait, avec toutes ces mesures par ailleurs qu'on vient de citer en amont, la transformation des domaines du légitime et de l'illégitime dans une commune héritière du socialisme municipal. En fait, dans les faits, il s'agit déjà d'une requalification du recours au congé maladie en termes d'absence des agents. Et ensuite, la réforme consiste à moduler le salaire des agents, donc en fonction justement de leur recours à ces congés maladie. Face à la contestation des agents qui ont été soutenus par les syndicats et au risque de visibilisation d'une telle réforme, cette mesure a finalement été accompagnée d'une prime de présentéisme qui, d'une part, cette prime est plus faible comparativement au montant qui peut être retiré sur les salaires des fameux absents, mais d'autre part, elle induit aussi un bouleversement dans la philosophie de la rémunération des agents, en substituant à des critères traditionnels de la fonction publique tels que le statut, l'ancienneté, etc., des critères de mérite individuel qui sont vecteurs de différenciation au sein des équipes, dans une logique concurrentielle de performance individuelle. Et ça m'a été également rapporté par une directrice de pôle, mais je vais peut-être passer sur l'entretien ici pour gagner un peu de temps. Donc, réformer la collectivité, l'invisibilisation des coupes dans les dépenses de personnel et les obstacles au travail syndical. On peut passer donc à la slide suivante. En fait, ces réformes et ces coupes qui visent finalement, comme dans bien d'autres contextes socio-économiques, à tirer des ressources budgétaires de la diminution du traitement des fonctionnaires, des agents contractuels et vacataires, transforment à la fois matériellement les conditions de travail des agents, évidemment, et instaurent également de nouveaux principes de vision du monde dans la collectivité. Et c'est en cela qu'ils sont aussi le produit d'une lutte symbolique entre groupes sociaux qui sont porteurs de principes de vision différents, justement. Et, sauf qu'à cette période, en fait, cette lutte s'est jouée à armes inégales. C'est-à-dire que les élus, dans leur majorité, ont largement accepté ce principe de diminution unilatérale de la masse salariale, tout en ne communiquant pas sur la réalité de ces coupes, évidemment. Parfois, également, c'était des coupes qui étaient en fait juste méconnues par les élus, même s'ils étaient issus de la majorité, ou des coupes qui n'étaient pas perçues complètement par eux. Et pour cause, ce ne sont pas des mesures qui sont votées justement en conseil municipal. Il s'agit de mesures techniques ou de mesures de gestion de l'administration finalement par elles-mêmes. En réalité, ces réformes, elles ont été chapeautées par le directeur général des services et en cela, elles ne rentrent que très secondairement dans le domaine du politique attribué aux élus. Et donc, toute la tâche consistant à politiser ces questions, finalement, ça revient quasiment sur les seuls syndicats de la collectivité. Or, ils ne parviennent à s'y opposer que de manière très partielle. Et là, on a un extrait d'entretien qui en témoigne et qui dit justement qu'à la ville de Bondy, c'est très compliqué parce que le dialogue social n'existe pas. Je dis à la ville de Bondy, mais en rencontrant les autres copains du 93, c'est un peu pareil. Sur les grandes lignes, on n'arrive pas à faire bouger grand-chose. Donc, ce qu'on arrive à faire, ce sur quoi on arrive à agir, c'est faire valoir une titularisation de quelqu'un qui le mérite depuis 10 ans parce que c'est la loi, je ne sais pas, ou prendre ses congés, ce qui est un droit, toutes les petites facilités, etc. Mais sur les grandes lignes, on va dire que ce sera toujours une décision politique. Et donc, rien que sur la question des effectifs,
il n'existe pas, par exemple, de tableau des effectifs réels. Ça fait partie justement des microdispositifs d'invisibilisation aussi de ces mesures. C'est que, par exemple, les syndicats n'ont pas accès à un tableau des effectifs réels dans la commune. Le recours au gel des postes non remplacés plutôt qu'à leur suppression officielle du tableau des effectifs permet de maintenir constant justement ce tableau et de rendre le travail syndical de comptabilisation des personnels beaucoup plus difficile. Et ça m'a été également rapporté par la présidente du groupe communiste qui dit que le syndicat ici dénonce depuis quelques mois le fait que sur le tableau des effectifs, on n'ait pas les vacances de poste. En vérité, pourquoi ils demandent ça? Puisqu'ils ont bien compris ce que je vous raconte là, c'est-à-dire la diminution de la masse salariale de la collectivité, qui était le sujet dont on parlait. Et donc, elle explique qu'on ne leur donne pas les éléments, mais parce qu'elle pense que c'est une question technique aussi, parce qu'ils n'ont pas de logiciel métier RH. Donc, elle explique que leur donner ces éléments en temps en heure, c'est compliqué. Mais donc, elle raconte qu'un syndicat qui arrive en comité technique s'exprime en disant « Nous, on ne peut pas voter ce tableau des effectifs parce qu'en fait, vous avez affiché 5 postes à tel service, mais en fait, il n'y en a que 3. Vous avez affiché un poste et demi là, mais en fait, il devrait y en avoir 2, etc. » Et enfin, ils arrivent à mieux connaître les effectifs de la mairie. Elle exprime que nos propres directeurs généraux, donc elle dit, moi j'ai un vrai problème, les syndicats, ils prennent leur mandat de délégation, ils vont se promener dans les services et puis ils comptent. Et donc ils ont gardé tous les profils de poste et ils savent très bien que là, il devrait y en avoir 12 et qu'il n'y en a en fait que 10 et ils savent très bien qu'il manque 2 postes. Voilà, ils font le travail de terrain comme ça. Ensuite, un autre obstacle à ce travail syndical, c'est aussi ce qui m'a été donc rapporté, une forme de collusion existante entre intérêt syndical et politique, politique-politicienne, qui se matérialise par des alliances finalement entre le cabinet et un syndicat majoritaire ou en devenir majoritaire, et donc qui se matérialise par des échanges de type don contre don, par exemple. La signature du plan d'austérité par l'un des syndicats de la commune en échange de ressources matérielles, c'est-à-dire d'accès à des titularisations, etc., d'un soutien du cabinet, qui permettent d'assurer une position dominante de ce syndicat et puis finalement d'accéder à des votes aux élections professionnelles. Et donc là, c'est ce que rapporte par exemple le secrétaire général FO en disant le plus souvent aussi, et c'est ce qui s'est passé au dernier mandat où la CFDT était majoritaire, c'est qu'ils sont d'accord avec 2-3 syndicalistes qui sont majoritaires et donc au CT, tout est voté et tout passe. Ou alors, encore ici, un extrait d'entretien avec le directeur général des services qui rapporte ça justement de manière assez décomplexée en disant on a réussi à signer ce plan d'austérité. Donc le signer, c'est le plan d'austérité avec la CFDT. On a eu une négociation syndicale, on a eu le syndicat majoritaire avec nous et on avait beaucoup travaillé pour qu'il devienne majoritaire aux dernières élections professionnelles. Donc voilà, comment expliquer ces mesures dans une commune dont les élus ne sont pas acquis à la cause néolibérale, pour le dire vite. Donc, je vais passer à la deuxième partie, donc langage financier, austérité, les finances comme un espace neutre. On l'a dit plus haut, ces mesures ne rentrent pas tout à fait dans le domaine légitime du politique, c'est-à-dire le domaine légitime du politique qui serait plutôt l'espace qui est consacré par les instances délibératives, justement, c'est le domaine du conseil municipal, mais avant lui aussi des espaces politiques internes à la municipalité, ça peut être par exemple les conseils de la majorité, le cabinet, etc. Et par exemple, le directeur de cabinet ne savait pas répondre à mes questions sur tout ce qui touchait à la masse salariale. Il me renvoyait justement vers le DGS, qui est le spécialiste de ces questions dans la commune. Et ces mesures échappent à la délibération ordinaire, elles ne sont pas publicisées, justement, et s'apparentent au fameux souci de soi de l'administration, pour reprendre la formule de Philippe Bézès, qui, de manière autonome et discrétionnaire, s'ajuste et se réforme pour faire fonctionner le service public et se mettre au service d'objectifs qui, eux, seraient véritablement politiques. Mais la manière dont elle est gouvernée, elle, ne relève pas de domaine politique. En ce sens, du coup, les finances, finalement, sont présentées comme des espaces neutres, quelque part, dépolitisés. Et plusieurs élus, justement, estiment ne rien y connaître, je cite.
Et les effets d'imposition également, les effets d'imposition face à des graphiques ou à des tableaux Excel remplis de données chiffrées sont très forts aussi sur les élus qui n'ont pas le même capital culturel que le directeur général des services. Et l'aspect technique du langage financier participe également donc de cette dépolitisation. La maîtrise par le DGS de ce savoir qui n'est pas un savoir partagé dans la collectivité, les avantages symboliques que procure ce monopole, par exemple dans la construction de scénarios prospectifs qui peuvent difficilement être contestés, tout ça facilite l'intériorisation d'une nécessité dont le directeur général des services finit par définir à la fois les contours, les objectifs financiers à respecter, puis les façons aussi d'atteindre ces objectifs. Mais ça n'est pas tant sur cet aspect technique et dépolitisé de la réponse que je souhaitais insister ici. Face aux implications qu'on a décrites plus haut, les implications sur les personnels en termes de traitement de la masse salariale, ces questions peuvent difficilement être invariablement dépolitisées quand même. Ça semble, en fait, ce qui me semble ouvrir plus de portes, de pistes exploratoires pour comprendre ces questions, c'est plutôt la question des conditions d'efficacité de ce langage financier. Et donc, c'est la dernière partie de mon exposé ici. En fait, le discours financier est toutes les catégories de classement dont il est porteur, c'est-à-dire, par exemple, un délai dit soutenable de désendettement doit être inférieur à 12 ans, un bon taux d'épargne brut doit avoisiner les 10%. Tout ça suppose un émetteur légitime, finalement, fondé à dire les règles et ce qu'elles sont et ce qu'elles doivent être. Et a bondi, justement, l'ancien directeur général des services, donc qui était là de 2015 à 2020, qui est en haut de la hiérarchie administrative communale, est un ancien directeur des finances, justement. Il appartient au corps des administrateurs territoriaux, donc le corps le mieux gradé de la fonction publique territoriale et qui destine généralement ses membres à des carrières dans la gestion des fonctions dites support, donc ça peut être les finances, les ressources humaines, l'informatique, qui sont aujourd'hui les plus valorisées pour les agents, pour les hauts fonctionnaires territoriaux dans les collectivités. Et de ce fait, en fait, le regard qu'il porte sur la collectivité, c'est aussi celui du groupe social qui s'exprime à travers lui, de son groupe professionnel. Et par ailleurs, il est sans cesse conforté dans son discours par toute une série d'institutions qui constituent des autorités en matière de finances locales. Par exemple, il parle par exemple le même langage que celui des magistrats, des chambres régionales des comptes. Il est toujours en train de comparer la commune à la moyenne de la strate. Il produit de très nombreuses statistiques, etc. Et puis, il est également très proche dans son expression des hauts fonctionnaires de l'administration centrale chargés de la surveillance des comptes locaux. Et il a d'ailleurs engagé la commune dans un processus de certification de ses comptes, qui est un processus expérimental qui est lancé par la Cour des comptes en partenariat justement avec des services de l'administration centrale et qui vise à faire certifier les comptes de la collectivité par des grands cabinets d'audit privés. Il se réfère constamment à ses autorités et s'attache à défendre l'intérêt général qui s'inscrit dans ce cadrage toujours affiché comme étant le cadre légal, quand bien même parfois il s'agit de simples normes de bonne gestion. Et puis donc il est en quelque sorte un locuteur autorisé par ces institutions qui elles-mêmes font autorité et qui sont porteurs en ce sens d'une vision d'État dans la collectivité. Voilà, c'était quelques pistes réflexives pour essayer d'expliquer ce processus. Pour conclure, je voudrais simplement conclure sur cette idée que c'était donc avant tout un langage qui est un instrument de pouvoir dans la mesure où le redressement financier désiré, finalement, n'est pas autre chose que le résultat d'une lutte symbolique, pour reprendre les catégories d'analyse de Pierre Bourdieu, lutte symbolique en fait pour l'imposition du bon point de vue sur le monde social. Et donc s'intéresser aux usages instrumentaux des finances dans des espaces a priori non acquis à la doxa économique, ça permet parfois d'observer justement ces espaces discrets de transformation sociale qui vont au-delà des enjeux financiers évidemment, et où se jouent et se rejouent des luttes entre des groupes sociaux, des rapports de force symboliques qui sont très structurants en fait pour comprendre les luttes à venir.
Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très riche sur les cas de Bondy et la mise en place d'une série de réformes d'austérité. Donc, on a une vingtaine de minutes pour la discussion. J'invite tous les participants et participantes à prendre la parole. Je voulais juste vous signaler que Marie a publié un chapitre qui porte sur certains des résultats de son travail de recherche dans cet ouvrage que je vous mets dans les chats, qui est donc Les capitales dans la cité. Et donc, Marie est autrice du chapitre sur l'austérité et les questions d'austérité urbaine. Et donc, le chapitre reprend en partie certains des résultats que tu as présentés, même si la ville est anonymisée. Donc, on apprend aujourd'hui que c'est le cas de Bondy. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux bien poser la première, c'est toujours la plus difficile. Je poserais bien une question de méthode. En fait, s'attaquer aux directeurs généraux des services, c'est quand même effectivement le type de personnel très compliqué. C'est ce que on appelle des imposants, hein. Vous l'avez bien dit pendant la présentation. Est-ce que ça vous a posé des problèmes lors des entretiens? Comment vous avez fait pour vous approprier aussi ces fameux tableaux Excel, cette fameuse culture qui est une culture qui peut dérouter même une chercheuse de doctorat, quoi, parce que c'est quand même, il y a un coût d'accès assez compliqué, quoi. Comment vous avez fait concrètement? Je réponds tout de suite. Oui, je pense que tu peux prendre le temps. Alors moi, j'ai vu deux dimensions dans cette question parce que poser la question des imposants, j'avais pensé au départ, est-ce que ça pose un problème de méthode en termes de, est-ce qu'on n'a pas tendance à faire porter trop de schèmes explicatifs, trop d'explications sur la figure des DGS eux-mêmes? Parce que ça m'a posé un véritable problème aussi au départ, mais sur la question aussi du coût d'entrée et de la culture, de s'acculturer à ces questions financières. Oui, c'est effectivement un vrai enjeu et je pense qu'en fait, le travail, je l'ai fait partiellement par rapport aux questions qui m'intéressaient le plus, mais ça laisse de côté des pans entiers oui, à explorer par exemple toute la question des transferts financiers entre échelons, je ne l'ai pas du tout abordé, alors qu'en fait, il y a des vrais enjeux de pouvoir également entre communes à l'intérieur d'une agglomération. Il y a aussi la question de la fiscalité qui est extrêmement complexe à suivre et qui m'intéressait très peu, pour dire la vérité, que j'ai très peu abordé. Mais par contre, sur la question de justement sociologiser cette question financière en analysant un langage, ses effets d'imposition, c'est moins coûteux, disons, d'analyser les documents institutionnels, même produits par le DGS, parce qu'en fait, ils sont aussi faits dans la perspective d'être entendus par les élus. En fait, ils sont mis en récit pour donner une certaine lecture des comptes de la ville qui soit appropriable par les élus eux-mêmes. Et donc, ce qui est plus difficile, c'est d'objectiver soi-même les finances de la commune en produisant ses propres données, ce que j'avais un temps l'ambition de faire pour, par exemple, essayer d'objectiver les thématiques d'action publique dans lesquelles les coupes ont été les plus brutales, parce que ça, ce n'est pas du tout un travail qui est fait par la commune, évidemment. Et donc, rentrer dans les comptes, et donc là, dans les comptes administratifs, qui sont des comptes donnés bruts, et regarder un peu mais sauf qu'en fait, ce sont des comptes qui sont, vous savez, les collectivités produisent des comptes avec une nomenclature qui est par nature des dépenses et non pas par thème, secteur d'action publique, ce qui rend la tâche vraiment compliquée. Et moi, j'étais pas très outillée pour faire ça. Mais voilà, après, c'était une ambition parmi d'autres que je n'aurais pas exécutée. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Johan? Ouais, je peux embrayer. D'abord, bravo Marie, c'était ultra clair. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais peut-être des questions pour revenir un petit peu sur les finances publiques locales dans un premier temps. Est-ce que moi, à l'aune de ce que j'observe dans la plupart de mes terrains,
il y a un choix qui, pour le coup, est politique, c'est celui de la non-augmentation des taux d'imposition, donc en sachant qu'il se resserre largement sur la période que tu étudies. Mais est-ce que, du coup, dans le cadre de Bondy et à des fins un peu électoralistes, on peut dire, il y a eu ce choix d'un non-recours à une augmentation des taux d'imposition? J'avais une question aussi par rapport à cet aspect un peu plus macro, on va dire. C'est celui des dotations de péréquation. Parce que donc on a certes une diminution des dotations globales de fonctionnement sur la période, mais normalement qui, pour les collectivités moins dotées fiscalement, s'accompagne d'une augmentation de ces dotations de péréquation. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'avais étudié dans une ville en banlieue lyonnaise, Vaux-en-Velin, donc dans les années, ça devait être en 2015. Ensuite, plutôt sur les aspects RH, ou je ne sais pas si tu souhaites y répondre Non, non, un par un. Ouais. Sur les aspects RH, tu disais qu'il y avait une diminution des emplois de catégorie C, donc ce qui finalement est assez classique dans la fonction publique territoriale et c'est dynamique aujourd'hui. Et du coup, je me demandais s'il y avait un recours accru aux prestataires, voire à des formes de gestion associative de services qui pourraient être considérés comme d'intérêt général. Donc, c'est toutes nos discussions qu'on peut avoir sur les appels à projets. Et tu mentionnais notamment ce tiers-lieu à Bondy. Et troisième, et on en a déjà un peu parlé, mais je pense que c'est important à avoir en tête, c'est sur donc moi, ce que j'analyse dans le cadre de ma recherche qui pose sur les appels à projets urbains innovants, c'est cette quête d'une optimisation du parc immobilier des collectivités afin de diminuer finalement les coûts de gestion, donc d'exploitation, le chauffage, etc., des bâtiments. Et est-ce que, en parallèle d'une politique de diminution finalement des, des ressources humaines et du nombre de fonctionnaires, est-ce qu'il y a aussi cette optimisation du parc immobilier et de ses consommations? Et peut-être un dernier point, plus pour... ouais, désolé. Ben oui, oui. Sur du coup l'activité en fait de ces agents au quotidien. Donc tu montrais bien que le travail syndical était quand même relativement empêché malgré ces dynamiques. Moi, la question que je me pose, c'est celle d'un désinvestissement de ces fonctionnaires dans le cadre de leur activité. Et du coup, je me demandais si les cadres intermédiaires, le DGS ou via ces intermédiaires, je pense notamment à Marion Hunal, par exemple, dont on avait discuté, est-ce qu'ils développent des instruments qui visent finalement à renouveler le dialogue et l'engagement des fonctionnaires dans leur activité, malgré un agenda d'austérité? Je ne sais pas si c'est très clair, cette question. On y reviendra parce que, oui, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Ouais. Donc, sur la question de... non, peut-être pas dans l'ordre, justement, sur la question des dotations de péréquation, parce que ce sera plus rapide. Effectivement, oui, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû, mais en fait, il y a des mécanismes de péréquation à l'échelle nationale qui font que les communes les plus déshéritées, on va dire en quelque sorte, sont moins touchées par la baisse de la DGF, par la baisse globale de la DGF, parce que ça compense. Mais disons que c'est un peu compliqué, il faudrait rentrer dans ces calculs justement pour voir à quel point ça compense. Il me semble, dans mon souvenir, parce que j'avais regardé un temps, que ça, pour le cas de Bondy, ces dotations de péréquation, elles compensaient, mais un petit peu moins que ce qu'aurait été la DGF, cumulée jusqu'à aujourd'hui pour la commune. C'est-à-dire qu'en fait, plus dans le calcul de cette DGF, finalement, on calcule la base, mais pas la partie... ça y est, j'ai perdu les termes. Mais il y a une partie dynamique, en fait, qui fait qu'avec l'inflation, la DGF doit augmenter plus que proportionnellement, si tu veux. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais donc voilà, et souvent, ce calcul-là, c'est comme pour la compensation de la fiscalité qui est retirée aux collectivités. Cette partie dynamique, elle n'est jamais prise en compte. Et donc, à ce moment-là, il y a une compensation qui se fait, mais qui n'est jamais à la hauteur de ce que les collectivités auraient tiré comme revenu. Voilà.
Mais effectivement, et d'ailleurs le DGS y revient sur ces dotations de péréquation, celui n'est pas du tout dans un discours critique justement vis-à-vis de cette baisse des dotations, puisqu'il explique que Bondy a été bien doté en péréquation. Et sur la question de RH, de la diminution des emplois de catégorie C, en fait, non, pas tellement. Ça n'a pas donné lieu à un recours accru aux prestataires, ni à une externalisation des services, parce que ça, enfin, disons que l'administration, ouais, en tout cas le haut du panier de l'administration, la DGA, support, le DGS, n'était pas dans cette perspective d'externaliser des services. En fait, paradoxalement, il y a des choses parfois qui peuvent cohabiter, à la fois une vision interventionniste de l'administration, enfin, qui doit interventionniste au sens où c'est la collectivité, le secteur public qui doit assurer lui-même son activité, mais tout en étant extrêmement frugal sur les moyens employés, etc., qui sont conditionnés à d'énormes justifications, un travail de justification de toutes les dépenses qui est colossal, etc., etc. Mais donc ça, je ne l'ai pas vu, parce qu'en plus, en fait, ils sont bien conscients que c'est très coûteux, finalement, l'externalisation des services, la plupart du temps. Et puis sur la question également de l'optimisation du parc immobilier, ben, en fait, la question se pose pas vraiment parce que justement la commune, au fur et à mesure des années, mais ça s'est produit également sous les mandats précédents, en fait, elle a vendu son patrimoine public en très très grande partie. Et donc, elle n'a pas vraiment eu l'occasion de valoriser du patrimoine public, si ce n'est pour un garage municipal qu'elle détenait encore. Et donc là, il était question de le vendre à un promoteur immobilier, sauf qu'il y a eu une mobilisation justement des riverains et ça ne s'est pas fait. Mais il n'y a pas véritablement d'optimisation du patrimoine public, si ce n'est justement le bâtiment de la municipalité en tant que tel, où là, il y a un travail sur les coûts de chauffage, en fait, les coûts de gestion courante. Par exemple, ils ont diminué le chauffage, ils ont diminué la fréquence de l'entretien du bâtiment, des choses comme ça. Voilà. Après, sur la question de la non-augmentation des taux, bah ça, c'est effectivement une question intéressante parce que ça s'est posé. Enfin, à Bondy, ils ont tout fait pour ne pas augmenter la fiscalité. Ça, c'était le critère politique numéro un. C'est-à-dire que dans la négociation avec le DGS, qui donne un peu les modalités, c'est les choses qui doivent être faites, il y a augmenter les taux d'imposition. Lui, par exemple, il est favorable à cette augmentation. Et la maire a dit, là-dessus, je ne vais pas transiger. Donc, on fera tout ce qui est possible de faire en dehors de ça. Et donc, ça donne en fait une sorte d'équation budgétaire très contrainte aux élus, puisque d'un côté, on ne peut pas augmenter la dette parce qu'elle doit être contenue dans des indicateurs financiers très précis. On ne peut pas non plus augmenter les taux d'imposition. Et en fait, il reste quoi? Il reste à jouer sur la masse salariale. Et donc, ça rend d'autant plus nécessaire toutes ces mesures qui touchent les dépenses de personnel. Et en fait, c'est un peu cette idée de dégraissage admis de l'administration, donc qui est renforcée effectivement par et aussi parce que dans la presse locale, souvent on présente les bonnes collectivités, vraiment qui font figure de modèles. Par exemple, La Voix du Nord publie toujours des articles sur les collectivités modèles. On dit justement qu'il y a des investissements, mais qui n'ont pas impliqué un recours à des hausses de taux d'imposition. Et sur ta dernière question, l'activité des investissements des cadres et l'activité des agents au quotidien. Je ne sais pas. Alors moi, j'ai rien vu de tout ça en termes d'instruments qui visent à renouveler le dialogue. Ça, j'ai pas vu. J'ai vu plutôt justement une absence de dialogue en fait avec les cadres intermédiaires et en tout cas eux, c'est vécu plutôt comme ça. Par exemple, souvent, ils déplorent les reclassements qui leur sont imposés d'agents dont ils estiment qu'ils n'ont pas la place dans leur service. Et en fait, c'est mal vécu à la fois par l'agent lui-même et par la directrice ou le directeur de service. Mais c'est des reclassements qui sont très, très administrés, en fait. C'est pareil, c'est des tableaux Excel. On ajoute une personne ici et là. En fait. Et sinon, par contre, il y a...
oui, il y a un vrai désinvestissement, enfin pas désinvestissement, mais en tout cas, il y a une perte de sens, on va dire, d'énormément de catégories d'employés. Par exemple, les chefs de service qui travaillent dans le social et qui sont... Mais là, c'est encore une autre dimension de cette question, mais par exemple, qui sont face à un travail bureaucratique colossal alors qu'ils sont censés accompagner des jeunes vers le retour à l'emploi et qui finalement se retrouvent à 90%, mais vraiment à 90% de leur travail, c'est de chercher des financements pour que le service puisse fonctionner par lui-même en fait. C'est un service qui quasiment trouve ses crédits budgétaires quasi exclusivement dans les appels à projets, donc qui s'autofinance quasiment. Et donc, c'est un travail immense de produire justement tous ces formulaires pour les demandes, mais aussi pour récupérer les subventions derrière, pour faire les bilans, constats, prospects, enfin, voilà. Diagnostic, etc. Voilà, c'est donc chercher. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais, si je peux, j'avais deux petites questions. Donc, merci beaucoup parce que c'est aussi très éclairant, je trouve, sur le fonctionnement des administrations publiques dans leur ensemble, au-delà de la ville de Bondy. Et donc, j'avais deux questions. Une sur ton analyse du discours financier et du coup du discours qui est légitime et du discours qui n'est pas légitime. Nous, ce qu'on voit dans l'ANR sur l'investissement public local, c'est une sorte d'économie morale de quelles sont les bonnes et les mauvaises dépenses, avec la survalorisation de l'investissement et la dévalorisation du fonctionnement. Et quand on dit fonctionnement, en fait, on dit fonctionnement pour ne pas dire masse salariale. Et du coup, je voulais savoir si tu aurais trouvé ça dans ton terrain. Et donc, qu'est-ce qu'on disait des dépenses d'investissement et est-ce qu'elles étaient soumises au même type des régimes par rapport à la dette, mais aussi par rapport à ces cadres austéritaires généraux et aussi par rapport aux dépenses de fonctionnement. Du coup, cette distinction un peu entre financer la question de la masse salariale et puis d'autres dépenses de fonctionnement plus légitimes, soit parce qu'elles s'autofinancent, justement parce qu'on va chercher des appels, enfin des financements extérieurs, soit parce qu'il y a cette idée un peu vertueuse, comme par exemple dans la rénovation énergétique, où on va faire des investissements et ça va faire baisser des frais de fonctionnement. Et même si les liens financiers, ils ne sont pas du tout comme ça dans la réalité, c'est une forme de valorisation de certaines dépenses par rapport à d'autres. Donc voilà, je me posais la question de ce que tu trouvais par rapport à ça. Et puis, ma deuxième question, c'est sur la rétribution politique de tout ça. Parce que deux questions. En fait, je me posais déjà la question de qu'est-ce qu'elle disait, la maire de Bondy, exactement, si tu avais eu l'occasion de l'interviewer, et donc quel était son discours. Donc, est-ce qu'elle mettait en avant les discours nous sommes des bonnes gestionnaires, et donc une forme de dépolitisation de l'action publique locale et de cette austérité, au nom, voilà, la gestion avisée, un bon père des familles, etc. Ou si elle déplaçait la critique sur d'autres sujets. Nous, ce qu'on a vu dans l'ANR, c'était en fait, on déplace des questions d'économie politique sur les plans des relations centre et périphérie. Et donc, plutôt que blâmer l'organisation, l'économie politique générale, on va blâmer l'État et les coupes des transferts de l'État, l'inefficacité de l'État dans les territoires, etc. Et donc, on déplace en fait l'espace de la critique, de l'économie politique à la politique territoriale. Et voilà, du coup, je me posais la question de qu'est-ce qu'elle faisait la maire de Bondy par rapport à ça et un peu quel était le discours de la majorité municipale. Merci. Eh bien, oui, complètement. Enfin, c'est exactement ce que j'observe et ce sur quoi on a travaillé aussi dans le cadre d'IPL. C'est vraiment les mêmes constats là, qui sont prolongés dans l'ANR, mais parce que c'est ça ce qu'on observe. Le classement, en fait, le classement symbolique de la bonne gestion des finances locales qui est opéré, c'est vraiment très dichotomique entre effectivement cette survalorisation de l'investissement et la dépréciation quasiment enfin, corrélative des dépenses de fonctionnement. Parce que aussi, justement, pour revenir à cette sorte d'équation budgétaire très contrainte, en fait, la seule façon de retirer
des économies, enfin de pouvoir gagner un peu en budget pour pouvoir investir, bah, c'est de jouer sur les dépenses de fonctionnement. Donc il y a cette... en fait, c'est comme si les dépenses de fonctionnement, quasiment dans la tête des élus, elles contrevenaient aux possibilités d'investissement. Ce lien, il est fait tout le temps et en fait, il est fait, il s'entend sans cesse dans le discours de tous les élus. Ça, ils l'ont bien en tête, en fait, justement, qu'ils peuvent jouer que là-dessus et que finalement, en fait, tout cet argent dépensé dans le traitement de la masse salariale, c'est un peu de l'argent à perte, finalement. Enfin, on est très, très loin de la conception justement de la collectivité employeur qui fournit des emplois locaux aussi, mais plutôt dans une vision de collectivité investisseur, en fait. Voilà. Mais donc ça, oui, on l'observe, cette économie morale, après, qui va jouer sur tout un tas, enfin, qui va jouer plus finement sur tout un tas de dépenses à l'intérieur des services. Mais là, comme ça, enfin, ce serait un peu long de rentrer dans le détail. Mais par contre, une fois que ces coûts de structure, entre guillemets, ces coûts pour faire fonctionner un service sont autofinancés par des appels à projets, mais alors là, ça pose plus du tout de problème moral. Enfin, c'est plus... Là, on déplace la question sur autre chose. Ensuite, la maire de Bondy, non, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de... Je lui ai même pas, en fait... Enfin, c'est-à-dire que je n'ai même pas contacté la maire de Bondy pendant ma deuxième campagne d'entretien parce que justement, c'était un entretien que je voulais garder pour la fin de mon enquête de terrain. Et voilà, donc je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Mais dans le discours d'élus très proches de la maire, qui sont un peu les premiers élus, les premiers adjoints, pardon, on retrouve ça, oui, que finalement les finances de la ville maintenant sont plus saines et c'est déjà un acquis de cette mandature qu'on est des bons gestionnaires parce que quelque part il y a aussi ce discours moral de ne pas gaspiller l'argent public, hein, évidemment. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec les finances, c'est qu'il y a une capacité à découpler les choses. C'est-à-dire entre les mesures, leur réalité, la façon dont elles s'expriment, sur quels groupes sociaux elles s'expriment, etc. Et en fait, les finances comme une sorte de haute sphère complètement qui fonctionne un peu en vase clos, c'est-à-dire les finances comme ayant leur propre finalité, en fait. Les finances dans leur abstraction. Voilà. Et donc, et ça, en fait, c'est ça dont je voulais parler aussi dans ma thèse, c'est que les finances, dans leur abstraction, en tout cas, qui poursuivent leur propre fin en soi, c'est vecteur d'un vrai capital politique pour les élus, parce que ça prend une importance médiatique aujourd'hui considérable. Dans tous les débats télévisés, on entend la dette, etc. Mais donc, ça se retransfère aussi dans le champ politique local. C'est un vrai capital politique, c'est symbolique et politique pour les élus, que de pouvoir dire que justement les finances de la ville sont saines, l'endettement, etc. Et parce que, en revanche, si ce n'est pas le cas, ça peut être un vecteur de discrédit très très fort, très puissant aussi pour les campagnes, enfin dans les campagnes municipales. Ça a été le cas de Bagnolet qui avait un taux d'endettement très très fort, mais qui... Enfin, si on rentrait en fait dans la façon dont on fait ces données, dans le calcul, etc., des indicateurs, en fait, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça prend en compte des masses financières très volatiles et donc d'une année sur l'autre, des taux d'endettement, ils peuvent varier, etc. Mais bon, tout ça, évidemment, ce n'est pas décortiqué et donc du coup, c'est juste l'effet d'imposition du résultat donné par tel indicateur qui va jouer. Et d'autant plus si c'est repris dans des rapports de chambre régionale, etc. Donc non, ils sont très sensibles à ça, mais tous, hein, même ceux qui disent qu'ils ne connaissent rien, ils sont quand même sensibles à cette question-là d'être des bons gestionnaires. Le maire, l'adjoint aux finances, dont le DGS dit que c'est son meilleur allié dans la gestion, c'est très intéressant de voir vraiment l'homologie des discours. En fait, il s'est complètement approprié le discours du directeur général qui, en fait, quand j'ai fait le parallèle entre mes deux entretiens, il me disait les mêmes choses. Il s'était approprié aussi cette expertise, il donnait les mêmes exemples. Enfin, c'était intéressant. Quand même, pour nuancer, il y a quand même un risque à un moment donné, c'est qu'une commune qui est trop endettée peut se voir passer sous la tutelle du préfet quand même. Donc là, c'est un risque politique majeur pour un élu. Il ne peut pas se relever d'un truc comme ça.
Complètement. Et en fait, oui, c'est une autre dimension effectivement hyper importante et que moi, je voulais avoir aussi comme chapitre à part entière dans ma thèse. C'est en fait, tout ça ne fonctionne pas non plus complètement en l'air. Il y a des vrais mécanismes de retour de bâton qui sont là, qui fonctionnent comme des menaces très sensibles, en fait. Sensibles aussi par rapport à l'expérience d'autres communes de Seine-Saint-Denis, très proches de Bondy, qui ont été concernées par justement ce réseau d'alerte des finances publiques, qui est donc un réseau qui rassemble des magistrats des chambres régionales et des hauts fonctionnaires de la DGFiP et le préfet. Et donc, effectivement, s'il passe sous la tutelle, si une fois que le réseau estime, ce réseau d'alerte qui surveille estime que là, il y a un non-respect des règles budgétaires, etc., il passe sous la tutelle, etc. Et là, donc, c'est effectivement un discrédit total. Donc, il y a toute une histoire aussi à faire des luttes politiques qui ont assumé de passer en fait, dans le réseau d'alerte et qui ont assumé justement cette reprise en main des chambres régionales des comptes sur leur budget, sur le vote de leur budget, etc. Ce que j'avais commencé à faire par lecture de la presse, mais que je n'ai pas développé ici. Il faut juste un instant que j'aille recharger l'ordinateur, que j'ai très peur qu'il s'éteigne. Je reviens dans une seconde. Je reviens. Bon. De toute façon, on va arriver au terme un petit peu de... Donc, si tu veux bien, Francesca, deux mots de conclusion que tu dis, ou moi je vais dire aussi un mot de sortie si tu veux. D'accord. Donc, déjà, je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres questions et puis je voulais te remercier, Marie, pour cette... Pardon, excuse-moi. Je disais, je m'assurais qu'il n'y avait pas d'autres questions et puis je voulais te remercier pour cette présentation qui était très intéressante et très riche. Et j'espère quand même qu'on aura d'autres occasions d'en reparler, même si tu fais d'autres choix et tu prends d'autres voies. Et peut-être que tu pourras interviewer la mère des Bondy pour nous raconter ce qu'elle a dit. Je te laisse. Oui, moi je voulais remercier donc, Francesca, le groupe Production Urbaine et Marché d'avoir accepté d'organiser ce déjeuner. Je voulais vous remercier aussi vivement, Marie, parce que donc vous avez dit que la thèse était finalement un projet qui était abandonné au jour d'aujourd'hui. Moi, en vous écoutant, je constate la très grande maîtrise de votre objet, la très grande maturité de ce que vous avez. Donc, je vous incite, si vous en avez encore le courage et l'envie, à laisser des traces, c'est-à-dire à laisser des articles qui serviront beaucoup la communauté scientifique. C'est quand même des sujets passionnants qui sont au cœur de toute une réflexion actuelle sur le néolibéralisme que là, vous avez présenté de manière extrêmement stimulante, quoi. Donc, voilà, si vous avez encore l'énergie, n'hésitez pas à laisser ces traces. Par expérience, je sais qu'il y a des thèses abandonnées qui ont donné lieu à des articles qui restent 20 ou 30 ans après. Bon, je suis en histoire, donc on est conservateur, mais qui restent très, très utilisés, en fait, hein, qui restent toujours cités. Donc, c'est une question vraiment importante. Voilà. Merci à vous. Merci en tout cas. Donc, on mettra ça prochainement en ligne. Et donc, le prochain déjeuner jeunes chercheurs aura lieu le 13 décembre prochain. C'est le groupe Usage de l'Histoire et Devenir Urbain qui le propose, autour de Tristan Loup, qui est un doctorant qui travaille sur les conséquences de la nuisance automobile, avec une comparaison entre Toronto, Montréal, Marseille et puis Toulouse. Merci à vous. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Merci à vous. À Merci bientôt. pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.